c'est le pire qui nous est promis. Souhaiter une aggravation de la situation, voire même une guerre civile, c'est pas le pire en réalité. C'est pas le pire. Donc si on parle de... Là, je pense qu'on peut effectivement envisager, moi ce que j'appelle une révolution lente, déjà une révolution dans les esprits, maintenir une pression psychologique donc sur le pouvoir, sur les forces de l'ordre qui sont en fait des forces du désordre, puisque en fait elles défendent un pouvoir qui gouverne par le chaos. Donc à partir de là... de la police. Effectivement, en fait, c'est nous qui représentons finalement l'ordre et la structure et la justice et tout ce qui va avec. Donc nous avons la légitimité, nous avons le droit pour nous et donc il ne faut pas hésiter effectivement à faire ce qu'on veut, puisque en fait c'est nous qui représentons le droit en réalité. Alors on va dire bah oui mais Macron il a été élu à la loyale légalement etc. Oui mais comme il a trahi son mandat assez rapidement, il était prévu qu'il le trahisse. À partir de là bon voilà il s'est mis lui-même en dehors de la légalité. D'après vous, c'est l'être qui reprend la place sur l'avoir? Oui, voilà, très lentement. Mais c'est une dynamique de ce type-là, effectivement. Oui, effectivement. C'est ce que disent beaucoup de gens, notamment les gens qui sont qui étaient sur les ronds-points là pendant l'hiver, disaient effectivement moi, je revis en quelque sorte. C'est-à-dire, je me suis fait des nouveaux amis, des gens qui étaient dans mon quartier mais avec lesquels j'avais jamais parlé. Et effectivement, c'est le prétexte à la reconstitution d'un lien social. Mais d'un lien social spontané, je dirais un lien social qui n'est pas médiatisé par les médias par exemple, parce que c'est là le problème, c'est quand le lien social, quand par exemple je me souviens de repas de famille où on parlait de ce qu'on avait vu à la télé, il n'y a rien de plus déprimant, c'est cauchemardesque quand on y pense. Dans ce sens, est-ce qu'on peut parler de retour de religieux au sens latin de ce qui nous relie? Oui, au sens latin, au sens de l'étymologie latine, oui, effectivement. C'est-à-dire qu'il faut effectivement apprendre à reconstituer du lien social et faire société indépendamment du discours du pouvoir. Puisque ce discours est vicié de toute façon. Donc il faut se déconditionner, se nettoyer la tête totalement du discours du pouvoir qui est véhiculé essentiellement par les médias du pouvoir. Une question de fond. Jusqu'où va-t-il falloir aller face à ce pouvoir qui ne laisse pas le moindre espace pour une autre élite? C'est ça qui m'inquiète, c'est la dureté qu'il va falloir employer. Est-ce qu'il va falloir aller dans un régime encore plus dur que celui qui est à présent pour pouvoir dégager cette élite? Il faut se poser des questions techniques, c'est-à-dire les moyens sont-ils réunis pour aller plus loin, parce que là, le format de la manif Gilets jaunes, on le connaît. Maintenant, ça fait 4 mois que ça dure, c'est pas suffisant. Alors, il y a des leaders comme Éric Drouet qui ont dit que, pour eux, les manifs, c'était terminé parce qu'ils voyaient bien que ça tournait en rond, que c'était un peu stérile, et qu'il fallait passer à autre chose. Alors, effectivement, il faut passer à autre chose. Il faut passer au blocage routier par exemple. Le problème c'est que ça énerve aussi beaucoup de Français. Est-ce que c'est peut-être pas une bonne solution? Moi j'ai une crainte, c'est que le mouvement des Gilets jaunes finisse par être réellement factieux et ça se transforme en quelque chose qui soit de l'ordre de l'IRA. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité que la lutte armée, que les Gilets jaunes se transforment comme l'IRA a pu être? C'est une possibilité, mais de toute façon, ce qui nous est promis, c'est pire que 25 ans de prison. C'est l'éradication définitive, c'est le génocide à petit feu, quoi. C'est-à-dire de manière lente et graduelle, au jour le jour, par effectivement un pouvoir qui ne rencontrerait aucune résistance, qui n'aurait aucune opposition. Alors je me suis déjà exprimé là-dessus. Je pense qu'il faut jouer aussi la carte électorale. La question qui est soulevée derrière, c'est la question de la sédition. Est-ce que finalement, ça risque pas d'aboutir sur un mouvement séditieux? Oui, mais enfin bon, c'est très grave. D'un point de vue juridique, c'est très grave la sédition. Ce qui est très grave, c'est ce que fait le pouvoir actuel en France. Faut remettre les choses à l'endroit.
C'est le pouvoir qui est séditieux aujourd'hui, c'est le pouvoir qui travaille à réaliser une partition territoriale. Vis-à-vis de qui? Du peuple historique? Vis-à-vis de, je sais pas, enfin du bon sens, quoi. Enfin oui, enfin du peuple historique, mais vis-à-vis du réel, quoi. Enfin, je veux dire, ce que le pouvoir essaye de faire aujourd'hui, c'est de nous enfermer dans un monde virtuel où tout va bien. Et où en fait les gens qui se plaignent sont des espèces de troubleurs, des empêcheurs de tourner en rond. Donc en fait il y a une inversion complète là de ce qui est normal et de ce qui ne l'est pas. Concernant notamment tous les débats là sur la famille, là on nous parle d'un nouveau modèle de la famille, hein, par exemple, qui autoriserait par exemple des familles homosexuelles. Donc là, c'est le sens des mots qui est attaqué. C'est ça que le pouvoir est en train de réaliser. Il attaque le sens des mots, il donne un nouveau sens aux mots et un sens inversé. Donc en fait, c'est même plus grave. C'est au-delà le danger, il est plus que politique. Si vous voulez, c'est les structures sémantiques universelles qui sont attaquées par le pouvoir mondialiste. Dont l'incarnation en France est le pouvoir de Macron. Il manque une partie de la population chez les Gilets jaunes. C'est la bourgeoisie conservatrice. Ce sont encore des gens, j'ai l'impression, qui se sentent protégés. Pourtant, ouais. Comment on règle le problème avec la bourgeoisie conservatrice qui nous a pas rejoints et qui aurait dû être là depuis le début? Il faut tenir un discours à destination de cette bourgeoisie, mais qui, elle, a intérêt, finalement, en fait, qui a voté Macron, hein, faut pas se leurrer. Hein. Je veux dire, Fillon a donné pour consigne de voter Macron 2 minutes après avoir appris qu'il serait pas au deuxième tour. Bon, ces troupes ont suivi. Hein, et donc, je veux dire, en fait, ce qu'il faut, c'est une aggravation de la situation. Il faut que ces gens soient touchés aussi au niveau économique. Hein. C'est une gangrène qui monte, en fait, le système actuel. Oui. Et en fait, comment dire, enfin, faut vraiment compter sur une aggravation de la situation, en fait, qui ferait que tout le monde serait touché, tout le monde serait impacté. Comment peut-on moralement vouloir espérer le pire? C'est un petit peu problématique. C'est le pire qui nous est promis. C'est le pire qui nous est promis. C'est-à-dire, en fait, le génocide souriant. Ethnico-culturel. Oui, et physique aussi. C'est le pire qui nous est promis. Souhaiter une aggravation de la situation, voire même une guerre civile, c'est pas le pire en réalité. C'est pas le pire. C'est le chaos qui nous est promis. Mais alors on a le choix entre le chaos du pouvoir et le nôtre. Vous préférez lequel? J'ai peur des gens qui se prétendent élus des derniers temps. Il y a un côté comme ça chez les survivalistes. Ah oui. Moi, je parle pas de ça. Moi, là, j'essaie de trouver des recettes concrètes. Hein. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Aujourd'hui, de toute façon, ce qui nous est promis, c'est le chaos. Mais un chaos qu'on ne peut pas contrôler, hein, évidemment. Donc, en fait, face à cela, comme on n'a pas les moyens de rétablir l'ordre directement, il faut faire un contre-feu. C'est-à-dire produire un chaos aussi de notre côté. Mais un chaos, en fait, qui sera à notre image. Un chaos qui est contrôlé par nous et pas par le pouvoir. C'est chaos contre chaos, donc c'est turbulence contre turbulence. Et c'est le seul moyen, en fait, de... Ordo ab chaos. Et en fait, ce qu'il faut, c'est créer aussi... c'est-à-dire qu'en fait, c'est en quelque sorte en produisant un chaos contrôlé par nous à l'intérieur du chaos global qu'on peut espérer rétablir de l'ordre. Mais de l'ordre qui nous soit favorable. Dans un sens qui soit vu positivement par les soutiens qu'on peut avoir à l'étranger. La mondialisation, elle est accomplie. Donc il y a une interdépendance au niveau médiatique. Hein, on nous regarde. Moi, j'étais en Syrie là pendant une semaine. Ils regardent attentivement ce qui se passe ici. Les Iraniens aussi. Et les Russes aussi. Mais alors, les Russes, c'est compliqué, parce qu'ils ont l'impression, eux, que en fait, finalement, que les Gilets jaunes, ce serait un peu l'équivalent de l'Euromaïdan en Ukraine. Donc en fait, ils sont très prennent beaucoup de précautions avec ça. Mais en tout cas, je pense que il n'y a pas d'autre solution. Hein. On n'a pas les moyens aujourd'hui, puisqu'on n'a pas la CIA avec nous, on n'a pas les réseaux Soros. Donc on est obligé de faire une espèce de putsch de basse intensité, si vous voulez. La question ultime, c'est comment est-ce qu'on crée le pont entre la bourgeoisie conservatrice et le peuple d'en bas. Parce que sans ça, on ne pourra jamais gagner. Comment on fait ?
C'est impossible. En fait, par la volonté, c'est pas possible. C'est pas. Je veux dire, ces gens-là ne viendront jamais. C'est des traîtres, ils l'ont toujours été. Enfin, des traîtres au peuple. Ils se sont réveillés une fois dans leur histoire. Hein, c'est pendant la manif pour tous. Et puis, pouf, ils se sont rendormis. Voilà. La question identitaire clive aujourd'hui. On le voit chez les Gilets jaunes. On n'arrive pas à faire le pont entre l'extrême gauche et l'extrême droite, enfin la dite extrême gauche et dite extrême droite, sur la question de l'immigration. Par contre, avec la bourgeoisie conservatrice, il y a une possibilité parce qu'il y a un partage de valeurs. Et à quel moment avec qui on arrivera à faire cette jonction qui nous permettra de prendre le pouvoir? Concrètement, c'est ça. Si vous voulez, en fait, cette jonction est en cours au sein d'une organisation qui s'appelle le Rassemblement National, fondamentalement. Je veux dire, Thierry Mariani, Hervé Juvin viennent de cette droite bourgeoise et malgré tout, ne sont pas dans le mépris, dans le crachat, en fait, au populisme. Donc en fait, voilà, moi, il faut savoir jouer aussi avec les organes institutionnels. Hein. C'est en fait avec les partis politiques. Il faut savoir effectivement aussi s'appuyer sur ces solutions qui sont des solutions qui font. Alors il n'y a pas de romantisme là-dedans, hein, évidemment. Enfin, mais je veux dire, fondamentalement, il ne faut pas se leurrer. Les Gilets jaunes n'ont aucun potentiel révolutionnaire. Hein. Au sens classique du terme, hein, c'est-à-dire où en fait on rentrerait dans l'Elysée, etc. Pour l'instant, comme je disais, on n'a pas les réseaux Soros, on n'a pas la CIA avec nous, donc il n'y a pas des gens pour nous fabriquer des boucliers et pour nous donner des battes de baseball. J'ai vu que le gouvernement suivait de très près les services, notamment italiens, pour éviter qu'il y ait des financements en fait, des Gilets jaunes. Hein. Voilà, oui, donc à partir de là, on est obligé de modifier le logiciel, hein, donc ce ne sera pas une révolution rapide, il faut passer à une révolution lente, donc une révolution culturelle, hein, fondamentalement, et donc les révolutions culturelles, en fait, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elles aient une traduction au niveau des institutions, la coopérative, le syndicat, le parti. Bon, les syndicats, c'est mort. Les coopératives, aujourd'hui, ce serait peut-être les AMAP, hein, ce qui ressemblerait le plus à ça, quoi. Voilà, une organisation de producteurs, quoi. Et puis, les partis, il y en a une poignée, quoi, en fait. Alors, il y en a un qui est largement au-dessus des autres sur le plan électoral. Donc, par élimination, si on cherche le succès, a priori, c'est vers ça qu'il faut aller. Donc après on va dire oui, mais quand même ce parti n'est pas clair sur tout un tas de points, etc. Sur l'essentiel, globalement on sait ce qu'il veut. Le problème c'est que ça leur fait encore peur justement cette bourgeoisie libérale qui s'imagine encore qu'elle tire parti de Bruxelles, enfin de l'euro, etc. Bref, c'est son pouvoir d'achat hein, qui fait ça, c'est tout. En réalité, elle ne souffre pas encore assez parce que son pouvoir d'achat lui permet de partir en vacances. Ils ne se rendent pas compte que la gangrène qui vient du bas est en train de monter, y compris sur eux. Quoi. Oui, c'est inéluctable. Moi, je le vois. Enfin, je veux dire, je suis dans un quartier justement avec plutôt bourgeois justement de ce type-là, qui était assez manif pour tous en 2013. Il y avait des autocollants partout et je le vois. Enfin, je le sais quoi. Mais j'en suis à souhaiter effectivement que ce squat commence à pourrir comme un cancer tout le quartier pour faire réagir la population qui a voté à 85% pour Macron le soir du deuxième tour. Vous ne pensez pas qu'au final, c'est parce que les Français voulaient qu'on leur mente une dernière fois? Ce que je crains, c'est que ce ne soit pas la dernière fois. C'est plus simple que ça. Je veux dire, la bourgeoisie... Ils sont conscients, quand je parle avec eux, ils savent. Ils ne veulent pas voir parce que c'est trop dur. C'est trop dur. Et l'extrême gauche, c'est pareil. Sur les questions économiques, on est d'accord. Et sur les questions migratoires, en fait, ça leur fait peur de voir la réalité. Et pourtant, les problèmes sont bien là. J'ai l'impression que les gens veulent qu'on leur mente. Ça ira jusqu'où? C'est difficile d'être lucide. C'est difficile. Hein. C'est de voir les choses comme elles sont et non pas comme le dit la télévision. Parce que cette bourgeoisie catholique, là, etc., manif pour tous, tous les soirs, elle est devant la télé. Et elle prend sa dose. Sa dose de psychotrope, en fait. Hein. Personnellement, j'ai été les chercher. Hein. Impossible. Mais non, mais parce que c'est la télé qui fait ça, essentiellement. Pourtant, certains qui ont une formation thomiste, qui rigolent pas, qui sont restés des cadeaux tradis, etc. Ils se sont réveillés pendant 3 ans, là, entre 2012 et 2014, et puis ils se sont rendormis. Voilà.
C'est voilà. Moi, je m'attendais quand même à ce qu'ils votent. Enfin, là, quand je vous parlais de mon bureau de vote, là, je m'attendais pas à un tel résultat. 85% des gens de ce quartier là, ont voté pour Macron. C'est proprement ahurissant. En dépit du fait qu'ils venaient du PS, du Parti Socialiste, contre lequel ils ont manifesté pendant toute la manif pour tous. Mais ça ne change rien. C'est en fait, c'est le fric. Ils se sentent enfin ils se reniflent quoi. Enfin voilà, ils sentent que Macron vient des milieux friqués quoi. Et ils préfèrent ça, malgré tout, finalement, à effectivement un parti. Cela dit, c'est probablement temporaire. Faut souhaiter que ce soit temporaire. Effectivement, il faut souhaiter une crise économique dure. Il faut souhaiter que toute cette bourgeoisie se perde, qu'il y ait en fait un buy-in, c'est-à-dire un refinancement des banques sur les comptes des épargnants, ce genre de choses quoi. Alors les très riches évidemment de toute cette bourgeoisie n'ont pas leur argent à la caisse d'épargne ou à BNP Paribas, c'est des choses qui ne seront pas touchées par le buy-in, mais malgré tout ils ont quand même un peu d'argent dans les banques de dépôt et comme ils sont totalement paranoïaques là-dessus, je veux dire là, dès qu'il y aura un buy-in, il faut le souhaiter le buy-in, c'est-à-dire une crise économique et comme à Chypre ça a été tenté, un refinancement des banques pour ne pas être en banqueroute. Oui, parce que, in fine, ces gens choisiront toujours le portefeuille avant les valeurs. Totalement, voilà. Et effectivement, moi, ça m'a vraiment étonné. La manif pour tous, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais ils commencent à penser. Voilà, ils commencent effectivement. Alors là, c'est leur bonne éducation catholique qui a été un peu blessée par le côté homo LGBT. Voilà. Et puis on peut, voilà. Mais c'est tout. J'ai l'impression que ça reste superficiel puisqu'ils ont voté pour le candidat qui leur promettait encore plus de LGBT, encore plus de GPA, encore plus de PMA et encore plus de mariage homo. Ça, c'est le pouvoir de la télévision, très clairement. C'est-à-dire que, j'ai des exemples dans ma famille ou dans ma belle famille, des gens qui soutiennent certaines valeurs et qui votent pour le candidat qui leur promet le contraire. Pourquoi ? Parce que les médias parviennent à le présenter favorablement. Les sociétés traditionnelles mettaient en avant les vocations monastiques pour que le politique ne prenne que du religieux ce qu'il pouvait, pour éviter les idéologies, pour éviter les systèmes totalitaires et que le paradis reste au ciel. Lucien Cerise, est-ce que vous croyez en Dieu ? Alors non, je ne suis pas croyant. Non. Cela dit, j'ai envisagé malgré tout une existence monastique à une époque, par rejet de la société de consommation et du capitalisme et la société du spectacle et me consacrer ma vie à finalement un Dieu auquel je ne crois pas, mais dont je préfère les valeurs malgré tout à celles du libéralisme et du capitalisme. Ça me paraissait possible à une époque. Finalement, la vie en a décidé autrement. Donc je suis resté dans le monde, comme on dit. Mais j'ai sérieusement envisagé à une époque. J'étais étudiant en philosophie, je ne me voyais aucun avenir. J'ai essayé de passer les concours, c'était un échec. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. On fait quoi ? En fait, il faut appliquer les stratégies de l'ennemi. Les Américains, le Pentagone parle de full spectrum dominance, c'est-à-dire qu'il faut être présent partout. Full spectrum dominance, c'est domination dans tous les domaines, spectre complet quoi. Alors là, la domination, pour l'instant, on l'a pas, mais il faut agir dans tous les domaines, tout le temps. Il faut être mobilisé 24 heures sur 24 et dans tous les domaines possibles et imaginables. Il n'y a que ça à faire. C'est fatigant. C'est fatigant pour le Français moyen qui a un travail, qui a une famille. Mais c'est pour ça qu'il faut réussir à militariser aussi les gens qui n'ont pas vraiment les moyens. Quand je dis militariser, c'est au sens de la guerre culturelle. Puisque le pouvoir nous militarise pour envoyer des jeunes se faire trouer la peau en Syrie, des jeunes issus des milieux musulmans, ou alors des jeunes petits blancs qui vont aller se faire trouer la peau en Ukraine en fantasmant sur le régiment Azov ou ce genre de choses. Donc le pouvoir militarise la population pour fabriquer du mercenaire, fabriquer des forces de procuration et fabriquer le consentement, surtout aux guerres ensuite d'agression. À partir de là, nous il faut proposer en fait une contre-militarisation et qui doit être aussi englobante. Parce qu'on est englobé dans les processus de militarisation du pouvoir. Donc il faut proposer une contre-militarisation elle-même englobante.
Merci Lucien Cerise. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que c'est pas fini. Voilà. Bon, merci beaucoup.